C'est l'aventure spatiale la plus populaire de tous les temps. Exciting is hardly the word I would choose. Une saga qui a révolutionné Hollywood. There'll be no one to stop us this time. Elle a captivé les imaginations avec une force irrésistible. You've taken your first step into a larger world. Et transformé 3 jeunes acteurs en véritables stars. I got him! Great kid! Don't get cocky! My whole life was changed. Les propositions que j'ai eues après le succès de la Guerre des Étoiles ont changé ma vie. Star Wars. C'est un merveilleux conte moral. Tout est sorti de l'imagination de George. C'est quelqu'un qui pense constamment en termes visuels. Mais la trilogie Star Wars n'a pas seulement changé notre idée du cinéma, elle a bouleversé les techniques de production. You must unlearn what you have learned. Tout ce que George a accompli a complètement transformé l'industrie du cinéma. La réussite de ce conte de fées galactique a dépassé tous les espoirs de son créateur. The Force will be with you, always. J'étais résigné à ne jamais connaître le succès. Ce n'était pas mon but. Je ne pensais pas du tout que la Guerre des Étoiles ferait d'un tel tabac. C'est devenu un phénomène. Il est difficile de se rappeler la vie avant Star Wars. Le monde était très différent. Les téléphones portables et les ordinateurs personnels n'existaient pas. On était à des années d'Internet. Même les magnétoscopes étaient encore peu répandus. La conquête de l'espace venait de se terminer. Les Américains se sentaient dépassés par la réalité. Dans un contexte d'inflation et de crise du pétrole, la nation jetait un regard cynique sur ses héros et sur ses dirigeants. Well, I'm not a crook. Sur le grand écran, Hollywood présentait une vision du monde tout aussi sinistre. Au début des années 70, les films étaient durs et souvent pessimistes. Ils reflétaient les bouleversements politiques et sociaux dans le pays. Le système des studios s'était effondré après des décennies de règne. Les producteurs d'Hollywood cherchaient désespérément à attirer les jeunes spectateurs. Pour trouver la nouvelle génération de réalisateurs, ils se sont tournés vers les écoles de cinéma. Dans cette atmosphère de changement, de jeunes cinéastes de talent comme Francis Ford Coppola, Brian De Palma, Martin Scorsese et Steven Spielberg apportaient une touche plus personnelle. C'était la confusion. Alors beaucoup de cinéastes ont pu réaliser des projets qui n'auraient normalement pas abouti. Et j'ai été pris dans le mouvement. George était un peu le rebelle qui venait du nord de la Californie. C'était un réalisateur indépendant très fier d'avoir peu de contact avec Hollywood. Né à Modesto, en Californie, George Lucas grandit avec les romans d'aventure et les séries télévisées. Mais ce n'est qu'à la faculté qu'il commence à rêver au cinéma. En 1963, il quitte Modesto pour s'inscrire au cours de cinéma de l'Université de la Californie du Sud, USC. J'enseignais à USC et George était un de mes élèves. On a parlé de ses premières tentatives de réalisation et, croyez-moi, dès le départ, George avait des idées bien à lui. George avait des idées novatrices, comme le montre son film de fin d'études, THX 1138. Il a été couvert de louanges, et il a ouvert les yeux des professeurs en prouvant que les jeunes pouvaient innover, malgré les restrictions. Son diplôme en poche, Lucas retrouve à San Francisco son ami Francis Ford Coppola. En 1969, celui-ci avait fondé une maison de production indépendante, American Zoetrope. Je n'y suis pas allé dans l'intention de devenir riche et célèbre.
Je tenais surtout à garder le contrôle sur mon travail et à ne laisser personne s'en mêler. En 1971, Lucas réalise THX 1138, inspiré de son film de fin d'études. Mais en voyant le résultat, les producteurs du studio Warner Brothers réclament à Coppola les 300 000 $ qu'il lui avait avancés pour financer THX et d'autres projets. La jeune société fait faillite et Lucas doit trouver du travail ailleurs. Il décide de prendre son avenir en main et de créer sa propre maison de production, Lucasfilm. Le premier projet de la nouvelle société est American Graffiti. Un portrait tendre de la jeunesse du début des années 60. Get bent, turkey! Le tournage ne dure que 28 jours pour un budget de moins d'1 million $. Gary Kurtz, un camarade de USC, en est le producteur. On a projeté le film en avant-première au cinéma North Point à San Francisco. La réaction nous a semblé plutôt positive. Mais Ned Tannen de Universal nous a dit qu'il était trop tôt pour le montrer au public. Ils n'ont pas compris mon premier film et ils sont intervenus après coup. Même chose avec le deuxième. Les envoyés du studio l'ont trituré et ils ont coupé 5 minutes. Mais avant même la sortie d'American Graffiti, George Lucas avait les yeux tournés vers les étoiles. Pendant tout ce temps, il disait qu'il voulait réaliser un space opéra dans le style des Flash Gordon des années 30. Et il a commencé à y travailler pour de bon. On m'a dit, de tous les sujets que tu pouvais choisir, pourquoi celui-là? J'ai répondu, c'est sympa de faire des films pour les jeunes. C'est l'occasion de marquer leur esprit. C'est ce que je veux faire. Avec son conte de fées galactique, Lucas espère réinventer un genre classique. L'une de ses influences est l'œuvre de Joseph Campbell, un professeur qui s'est penché sur les origines de la mythologie et des religions dans le monde. J'ai fait des recherches pour essayer d'arriver à des thèmes universaux. J'attribue le succès du film en grande partie à ses fondements psychologiques, qui existent depuis des millénaires. Les gens réagissent toujours de la même manière à ces histoires. George a fait appel à Joseph Campbell pour examiner son travail sur Star Wars. Il lui demandait « C'est bien ça? C'est une bonne synthèse? J'ai raison d'insister là-dessus? C'est le bon personnage ?» Campbell m'a dit qu'il n'avait jamais eu de meilleur étudiant que George Lucas. Imitant des récits épiques comme l'Odyssée, Beowulf et la légende du roi Arthur, Star Wars s'inspire d'archétypes mythologiques. Il y a le jeune homme plongé dans une aventure et auquel on s'identifie, le fanfaron et la demoiselle en détresse. Elle n'a peut-être pas le comportement habituel, mais elle est en détresse. George Lucas propose Star Wars aux studios Universal et United Artists qui le rejettent. Mais ce refus soulage le jeune cinéaste ambitieux. Il veut éviter à tout prix que son précieux rêve tombe entre de mauvaises mains. Il présente alors le projet à Alan Ladd Jr., le nouveau directeur créatif de la 20th Century Fox. L'aspect technologique me dépassait complètement. Mais je croyais en lui et en son génie. En voyant American Graffiti, je m'étais dit qu'il était génial. Alors je l'ai suivi. Une fois le contrat préliminaire établi, Lucas entame l'écriture du scénario en 1974. Mais la tâche se révèle plus compliquée qu'il ne l'avait imaginé. Le scénario est devenu énorme. Il faisait dans les 200 pages. L'histoire m'avait complètement échappé. La seule façon de m'en sortir était de me limiter au premier tiers, au premier acte, et d'en faire un film. Mais ça m'avait pris 1 an pour tout écrire. Alors il n'était pas question de jeter la suite. J'ai dit, pour l'instant, j'ai seulement assez d'argent pour un film. Je vais mettre le reste de côté et un jour, je finirai cette histoire. Pour que le conseil d'administration de la Fox approuve le budget nécessaire, Lucas doit faire grande impression. Il engage Ralph McQuarrie, un créateur d'art conceptuel ancien de chez Boeing. J'avais vu ces tableaux. Je les avais trouvés fantastiques. Je lui ai demandé de dessiner quelques scènes pour que le studio voie de quoi je parlais.
Quand je leur ai donné le scénario, j'ai ajouté 5 ou 6 illustrations pour leur montrer à quoi ça ressemblerait. J'ai essayé de leur donner de l'envergure en dessinant de minuscules personnages sur une toile de fond spectaculaire. George me disait, ne t'inquiète pas de savoir comment on va faire. On voulait juste un aperçu de ce que les scènes donneraient à l'écran. Les illustrations de McQuarrie convainquent la Fox de donner plus de 8 millions de dollars à Lucas. Mais puisqu'il ne peut réaliser que la première partie de la saga Star Wars, il doit penser à l'avenir. Ses expériences avec les Majors lui ont appris à se méfier. J'ai fait très attention à dire « Je ne demande ni plus d'argent, ni un plus gros pourcentage des recettes, mais je veux avoir le droit de faire les suites. » Comme tous les réalisateurs, je partais de l'hypothèse que le film serait un désastre, qu'il n'y aurait aucune promotion, que ce serait un bide lamentable, et qu'il serait très difficile de réaliser les 2 suivants. George a dit « Je veux une grosse part du merchandising ». À l'époque, c'était un domaine encore relativement nouveau. J'ai réussi à obtenir le contrôle d'à peu près tout ce dont le studio se fiche. George voyait loin. Contrairement au studio qui n'avait pas compris que le monde était en train de changer, George le savait. C'est lui qui l'a changé. Après avoir signé le contrat pour Star Wars, George Lucas s'attelle au casting de sa fantaisie spatiale. Il fait passer les auditions avec son ami Brian De Palma, qui cherche des acteurs pour son adaptation du roman d'horreur de Stephen King, Carrie. Par le plus grand hasard, nous préparions tous les deux un film et nous faisions le casting en même temps. Alors nous avons décidé de nous associer. J'engage souvent de jeunes acteurs sans expérience. Je dois les découvrir, les sélectionner, leur faire passer un bout d'essai. C'est très long. J'ai dû passer 6 ou 7 mois à faire la distribution de la Guerre des Étoiles. Ça représente beaucoup de temps à rester assis dans une petite pièce à auditionner des acteurs. J'en ai vu des milliers. Pour les principaux rôles masculins Luke Starkiller et Han Solo, Lucas cherche des comédiens qui aient de la présence et une vraie complicité entre eux. Oh, it checks out again. There's no mistake. You can't find Organa Major? I found it. It's just not there. Oh, I found it. It's just not there. What's left of it is contaminated. That's it there. Look at those radiation readouts. It's impossible. I've never seen anything like it. The Empire must have gotten here first. L'acteur qui jouera le rôle capital de Luke doit exprimer à la fois l'intelligence et l'intégrité. Yeah, well, she's part of the royal family. They don't get anything out of her. She knows the power of mind control. She's part of the royal family. They won't get any information from her. She knows the art of mind control. À 24 ans, Mark Hamill est connu des téléspectateurs, mais il n'a jamais fait de cinéma. Son air sage et décontracté est parfait pour le personnage. Je me souviens d'une réplique pour mes essais. Je crois que je ne l'oublierai jamais. Luke dit « On ne peut pas faire demi-tour. La peur est leur meilleure arme. La sécurité est sûrement la même que sur Aquila et Seulust. Elle est conçue pour les attaques en force. » Here is their greatest defense. I doubt if the actual security there is much greater than on Aquila or Sullust, and what there is most likely directed towards a large-scale assault. J'ai lu ça et je me suis dit « Qui parle comme ça ?» Alors j'ai essayé de jouer avec sincérité. Well, how many more systems have to get blown away before you have no place to hide and are forced to fight? Don't you realize what's going on? Kid, you take the glory and the good intentions. I'll take the reward. Pour le personnage de Han Solo, il faut un acteur plus âgé et cynique. What's that little droid carrying that's so blasted important? What's the little droid carrying that's so important? Harrison Ford a travaillé avec Lucas dans American Graffiti. Mais le réalisateur refuse de l'auditionner parce qu'il ne veut que des nouveaux visages. Il n'est là que pour donner la réplique au candidat. On m'a donné des scènes à lire avec les autres acteurs. Ma mission était d'expliquer à ces acteurs qui débarquaient ce qui se passait exactement dans les scènes. They're going to follow us. They'll destroy your hidden bases. Yeah. They'll destroy the whole system. Right, I know they'll follow, and they'll bring the Death Star too. Après avoir hésité à engager Harrison Ford,
Lucas est finalement conquis par son interprétation de Han Solo en mercenaire arrogant et fatigué de la vie. Ce qui était très clair, c'était la relation entre les personnages. Mark était le jeune homme maladroit et j'étais la grande gueule. On avait chacun un territoire bien précis à explorer. The planet's totally blown away. It would have taken 1,000 ships with more firepower than I've ever seen to do that. If the Empire had a new weapon that could do this, I'd know about it. I'd have heard something. Presque toutes les jeunes actrices d'Hollywood auditionnent pour le rôle de la princesse Leia. Bien qu'elle ait le même âge que Luke, c'est un des chefs de la rébellion. Elle doit avoir l'assurance d'une personne plus mûre. The plans and specifications to a battle station with enough firepower to destroy an entire system. Our only hope in destroying it is to find its weakness, which we will determine from the data I stored in R2. When R2 has been safely delivered to my forces, you get your award. What? You have my guarantee. What's the little droid carrying that's so blasted important? The plans and specifications to a battle station with enough firepower to destroy an entire system. Une actrice en particulier semble être née pour incarner une princesse. Carrie Fisher, la fille de l'actrice Debbie Reynolds et du chanteur Eddie Fisher, fait déjà partie de l'aristocratie hollywoodienne. Elle n'a aucun mal à exprimer la confiance en soi de Leia Organa. J'ai rencontré Brian De Palma et George. C'est Brian qui a pris la parole, parce que George ne parlait pas à ce stade. Il y avait des actrices formidables de mon âge en lice pour le rôle. Alors je ne pensais pas la voir. But our only hope is to destroy it before it destroys us. But hiding is useless now. With the Death Star, they'll continue to go on destroying systems until they found us. We have no alternative to process the information and use it while there's still time. Je l'ai décroché à la condition d'aller en cure d'amaigrissement. Je devais perdre 5 kilos. Je crois qu'ils espéraient que j'en perdrais 2 dans chaque jour. Mon personnage était bagarreur, mais je pensais l'être aussi un petit peu. On ne m'aurait pas prise pour jouer les timorés. En fait, je pense qu'il nous a choisis parce qu'on était proche des personnages. Lucas sait qu'il a besoin d'une star reconnue pour le rôle primordial du vieux maître Jedi Obi-Wan Kenobi. Sir Alec Guinness a plus de 40 films à son actif et il a gagné un Oscar en 1958 pour Le Pont de la rivière Kwai. Le personnage joué par Alec Guinness devait avoir une certaine stabilité, une certaine envergure. Nous avions besoin d'un excellent acteur de composition pour ce second rôle. Lucas frappe fort en engageant Alec Guinness. Le casting continue à Londres, où aura lieu la majeure partie du tournage de La Guerre des Étoiles. Pour incarner Dark Vador, il faut un homme au physique imposant. Lucas donne le rôle à un champion de culturisme, David Prowse. Il a déjà joué, entre autres, la créature de Frankenstein dans les films d'horreur populaires des productions Hammer. Le complice maléfique de Dark Vador, le gouverneur Tarkan, est interprété par un autre ancien de Hammer, Peter Cushing. À 63 ans, il est plus connu pour le rôle du méthodique professeur Van Helsing dans Dracula. Le personnage du glacial administrateur en chef de l'Étoile Noire lui va comme un gant. Pour Chewbacca, le gigantesque copilote Wookiee de Han Solo, Lucas et Kurtz sortent des filières de casting habituelles. Avec ses 2,20 m, Peter Mayo est à la hauteur de la tâche. Il travaillait jusqu'alors comme aide-soignant dans un hôpital du Yorkshire. Je me suis assis sur un canapé. J'attendais George. La porte s'est ouverte et George est entré, suivi par Gary. Comme j'ai appris les bonnes manières en Angleterre, je me lève dès que quelqu'un entre dans une pièce. George a fait Il s'est tourné vers Gary et il a dit « Je crois qu'on l'a trouvé ». Trouver les robots s'avère encore plus difficile. Il faut des êtres de chair et de sang afin de donner une humanité aux 2 principaux droïdes, C-3PO et R2-D2. Pour interpréter le second, on cherche un artiste de petite taille, mais à l'imagination infinie. C'est le cas de Kenny Barker, un comédien de théâtre d'1,5 m.
J'avais une grande expérience des costumes de chat, de chien, de ce que vous voulez. Je suis entré dans le robot et George m'a dit « Et l'air heureux ». Mais une fois que j'étais à l'intérieur, personne ne voyait mon expression. Il fallait que ça se sente à travers le costume. Anthony Daniels, quant à lui, est assez mince pour entrer dans le costume de C3PO et il a une formation de mime. J'ai vu un dessin par-dessus l'épaule de George et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C3PO m'a frappé parce que, quand j'ai regardé son visage, il m'a rendu mon regard. Un contact s'est établi. Il semblait sortir du dessin et me dire « Viens avec moi ». Il avait l'air vulnérable et ça m'a donné envie de l'aider. Bizarre, non? Des années plus tard, j'ai dit à Ralph McQuarrie « Tout ça, c'est de ta faute, tu sais ». Le tournage approchant à grands pas, George Lucas doit rassembler des forces rebelles prêtes à relever le défi. Pendant l'été 1975, il fonde la société d'effets visuels ILM, Industrial Light and Magic. Les sociétés d'effets spéciaux n'existaient pas à l'époque, et les départements des effets spéciaux des grands studios avaient été dissous. D'une part, parce que ça coûtait cher, et d'autre part, parce que la mode aux États-Unis était au film réaliste. Nous avons abordé les effets visuels comme une expérience à grande échelle, avec des gens qui venaient du maquettisme architectural et de la publicité, et qui n'avaient jamais fait de film. ILM est supervisé par John Dykstra, un caméraman spécialiste des effets spéciaux qui a travaillé avec Douglas Trumbull sur des films comme Silent Running. J'étais responsable des effets visuels du film. On a repris le vieux principe du motion control, qui consiste à dupliquer les mouvements de la caméra avec plusieurs passages afin de multiplier les prises de vue. On l'a adapté en y associant un ordinateur, ou plus exactement des microprocesseurs fabriqués sur commande. Les PC n'existaient pas, on ne pouvait pas en acheter dans le commerce, on devait les construire nous-mêmes. On formait une espèce de club de dingue de photographie automatique. C'était un film important pour la Fox. Nous, quand on travaillait dans la pub, on avait tous rêvé de faire un film, et notre rêve se réalisait. La guerre des étoiles est arrivée à point nommé pour nous. En mars 1976, George Lucas arrive avec toute son équipe en Afrique du Nord. Il compose une caravane insolite d'Américains et d'Anglais dans un pays francophone. Et tout cela pour un scénario auquel peu de gens croient. Pendant les 2 premières semaines de tournage, on a eu beaucoup d'intempéries. Les décors ont été emportés. Je n'arrivais pas à tourner toutes les scènes prévues. C'était la catastrophe. J'étais très déprimé, je me disais, dans quoi je me suis embarqué? Qu'est-ce que je vais faire? You must do what you feel is right, of course. Avec une température de plus de 37 degrés dès le matin, la Tunisie n'est pas une partie de plaisir. Les acteurs cuisent au soleil sous leurs lourds costumes. Même le coordinateur des cascades, Peter Diamond, trouve les conditions épuisantes. J'étais le seul cascadeur sur le plateau en Tunisie. Je jouais un pilleur Tusken, un homme des sables. Je n'aime pas le soleil, je prends des coups de soleil tout de suite. Alors je souffrais atrocement de la chaleur, je ne la supportais plus. Mais ce n'était pas notre seul problème. L'endroit était mal choisi pour un tournage. On a enfin terminé le costume de C3PO la veille de son premier jour de tournage. R2-D2 ne fonctionnait pas encore vraiment. Il pouvait avancer sur ses 3 pieds, mais il ne pouvait pas tourner la tête en même temps. Il y avait des fils partout. La tête était posée sur des roulements à billes. Je m'agrippais à ce que je pouvais et je la faisais tourner manuellement dans un sens puis dans l'autre. Je ne tournais pas trop loin, sinon le film m'étranglait. Puis j'entendais « couper, pause déjeuner » et tout le monde partait en me laissant là. Mais il finissait par se rappeler mon existence. C'est arrivé plusieurs fois.
C'était déjà horrible de mettre le costume la première fois. Mais après 2 pas, la jambière gauche a éclaté et écrasé le plastique autour de mon pied gauche. Lentement, mais sûrement, ça a commencé à m'entailler le pied. On l'a enlevé et je suis allé sur le plateau en boitant. Et là, j'ai commencé à paniquer en pensant aux journées qui m'attendaient. La rumeur gronde parmi les acteurs et les techniciens, fatigués des conditions difficiles. Mais Sir Alec Guinness est un modèle de professionnalisme. J'étais fasciné par Alec Guinness. Il était toujours prêt, toujours professionnel, toujours aimable avec les autres acteurs. Il savait comment se mettre au service de l'histoire. C'est lui, en quelque sorte, qui légitimait le film. Je lui ai demandé pourquoi il avait voulu le faire. Il adorait l'idée de jouer un mentor, un sorcier, dans un conte moral où le bien et le mal étaient si clairement définis. Pendant ce temps, Lucas se noie dans les problèmes techniques. Les accessoires ne fonctionnent pas. Les appareils électroniques tombent en panne. Le tournage prend du retard. La seule lueur d'espoir est le déménagement prochain dans un environnement plus contrôlable, les studios Elstree, dans la banlieue de Londres. Ces plateaux comptent parmi les plus grands du monde. Les décors qui ont demandé 5 mois de construction sont impressionnants. Et pour la première fois, toute la distribution de la Guerre des Étoiles est réunie. C'était presque un deuxième film. On repartait de zéro. Tout était nouveau. On avait tous des âges différents. J'avais 19 ans, Harrison en avait 33. C'était un peu le chef de la bande. On voyait tout de suite qu'il allait devenir une star. That old man is mad. You said it, Chewie. Boy, where did you dig up that old fossil? Ben is a great man. Yeah, great at getting us into trouble. I didn't hear you give any ideas. Mais les problèmes ne sont pas terminés. À commencer par les règles très strictes de travail imposées par les syndicats britanniques. La journée devait se terminer à 17h30, à moins qu'on soit au milieu d'un plan. Je pouvais demander un quart d'heure de plus, mais ils votaient toujours contre. Sans vouloir critiquer, les techniciens disaient « À quoi ça rime ?» En effet, la majorité de l'équipe technique pense que La Guerre des Étoiles n'est qu'un film pour enfants. Parfois même les acteurs ont du mal à le prendre au sérieux. Il y avait une princesse avec de drôles de chignons sur la tête, et puis un géant déguisé en singe. Non, c'était très très bizarre. Le dialogue était difficile à dire. J'avais à dire, gouverneur Tarkhan, j'ai senti votre odeur méphitique. Vous, je ne sais pas, mais moi je parle comme ça tous les jours. Governor Tarkin, I should have expected to find you holding Vader's leash. I recognized your foul stench when I was brought on board. Charming to the last. On leur disait, ça s'écrit, mais ça ne se dit pas. Lucas est frustré par les costumes, les décors et d'autres détails. Ils ne correspondent pas à ce qu'il avait en tête en imaginant Star Wars. Le budget limité lui impose des compromis qui le torturent de jour en jour. Ce qui nous a déçus, c'est la scène du bar. Sur le papier, elle débordait d'imagination. Mais quand on est arrivé, on aurait dit la suite de Casse-Noisette. Il y avait un homme avec une tête de grenouille, une fille avec une tête de souris et une sauterelle géante au comptoir. C'était très décevant. Mais George a dit, t'en fais pas, on va arranger ça. On ne voyait rien du résultat final. Quand ils ont fait exploser ma planète, je regardais un type qui montrait du doigt un cercle dessiné sur un tableau. C'était marrant. Proceed with the operation. You may fire when ready. What? Dantooine is too remote to make an effective demonstration. We will deal with your rebel friends soon enough. No. Bang! And you call yourselves humans?
On devait tous faire travailler notre imagination. Si on faisait quelque chose qui ne plaisait pas à George, il nous le disait. Mais il ne nous disait pas ce qu'il voulait. Je crois que George aime les gens. C'est quelqu'un de chaleureux. Mais c'est vrai, il perd patience avec les acteurs qui se posent des questions sur leur interprétation. Il dit, c'est dans le scénario, je l'ai écrit, c'est là, joue-le comme ça. Mais parfois, comme ça ne suffit pas. Il est très concentré sur ce qu'il veut, pour que tout marche comme il faut, la fumée, les pétards, etc. Et on le taquinait sans pitié. Okay, cut it. And. The mic was in frame. The mic was in picture. The mic was in picture. The mic was in picture. Back to first position. The sound department has to pay him. Mais c'est sidérant ce qu'on arrive à faire quand on a une idée précise. Il est ambitieux et il sait plier les gens à sa volonté, ses désirs. On restait tous concentrés parce que George savait ce qu'il voulait et qu'il était passionné. La cascade la plus mémorable de la Guerre des Étoiles est réalisée par Mark Hamill et Carrie Fisher lorsque Luke et Leia s'échappent de justesse en sautant au-dessus d'un abîme dans l'étoile noire. La princesse Leia et Luke Skywalker devaient se balancer dans le vide. On n'avait pas assez d'argent pour des doublures, alors j'ai dit à George, je peux leur apprendre à le faire sans danger. Mon pote et moi, on a mis les harnais et on a attaché les câbles. On était à 20 mètres de hauteur et on regardait tout le monde d'en haut. On s'était lancé et on a entendu une horrible déchirure. Mon pote m'a dit, « Peter, ton harnais a craqué. » Alors Marc a crié, « Pas question que j'y aille, hein, c'est trop dangereux. » C'est là que j'ai appris la vertu du mensonge. Je lui ai répondu, « Non, les harnais ont tenu, c'est mon pantalon qui s'est déchiré. Je ne te laisserai pas faire ça s'il y avait le moindre risque. » Ils ont réussi en une prise et c'était dans la boîte. C'était au début du tournage. J'étais encore préoccupée par mon poids. Je pensais qu'on allait rater l'atterrissage, que j'allais foncer dans le mur et qu'ils allaient me dire « Toujours trop grassouillette, on va appeler Jodie Foster ». De l'autre côté de l'Atlantique, le directeur de production de la Fox, Alan Ladd Jr., continue de soutenir Lucas. Il est bien le seul au studio. Il y avait beaucoup de problèmes. À chaque réunion du Conseil, on me parlait de la guerre des étoiles. Le budget est en train d'exploser, on ne comprend rien au scénario, et patati et patata. Ce n'était pas très agréable. Je me souviens de trucs qui m'ont fait marrer. Par exemple, des mémos demandant si le Wookiee devait porter un pantalon. Il regardait cette bête et il disait « Il ne pourrait pas porter une salopette ?» Je trouvais ça génial. Avec tous les problèmes qu'on avait, il s'arrêtait sur le fait que le Wookiee n'avait pas de pantalon. Je crois qu'on avait 2 semaines de retard sur le planning. Le conseil d'administration de la Fox a commencé à paniquer. Ils ont dit à Alan Ladd Jr. qu'il fallait tout arrêter, tant pis. Alors, Alan est venu me dire, « Tu as 1 semaine pour finir, parce que je ne peux pas aller à la prochaine réunion et leur dire qu'on tourne toujours. » Les dernières scènes sont filmées à toute vitesse. Désespéré, Lucas fait l'aller-retour d'un plateau à l'autre en vélo. On a pris du retard à la fin, alors on s'est répartis en 3 équipes. Gary dirigeait la 2e, et j'ai eu l'honneur de diriger la 3e équipe de la Guerre des Étoiles. J'ai filmé par exemple le gros plan du pied de R2-D2 quand il le perd. Rien de bien folichon, mais c'est comme ça qu'on a terminé le tournage. I'm up. Hope that old man got the tractor team out of commission or this is going to be a real short trip. Okay, hit it! À l'origine, la Fox prévoit de sortir La Guerre des Étoiles en 1976 pour Noël. Cela ne laisse que 6 mois pour la post-production. Il est peu probable que le film soit prêt à temps. Je venais de terminer le tournage. J'étais épuisé. Mais j'ai dû enchaîner avec la post-prod, sans faire de pause. Déjà angoissé par le délai imposé, Lucas est en état de choc lorsqu'il découvre le montage préliminaire de son film au printemps. Sir, the Greuters are losing power! All right. I'll get it.
La première version de La Guerre des Étoiles est un désastre. J'ai demandé au monteur de suivre mes instructions. Il a refusé. Alors j'ai dû le renvoyer. Je me suis retrouvé sans monteur, en retard sur le planning et obligé de me dépêcher pour finir. 177, take 2. Lucas comprend qu'il ne s'en sortira qu'en reprenant tout depuis le début. And I am C-3PO, Human-Cyborg Relations. And this is my counterpart, R2-D2. Oh, hello. Pour refaire le montage, il engage Paul Hirsch et Richard Chew. Pendant plusieurs mois, il emprunte aussi sa femme, Marcia, qui monte New York, New York pour Martin Scorsese. 250, take 7. Action. You must do what you feel is right, of course. Le montage était très traditionnel. Chaque scène commençait par un plan d'ensemble, puis on passait au plan de coupe. Les changements de plan étaient dictés par le rythme des acteurs, au lieu d'imposer un rythme à la scène. 211, take 3, guide track. Action! Du coup, c'était plat. Les images n'avaient rien d'exaltant. Richard et moi, on jouait à saute-mouton. S'il travaillait sur la première bobine, j'attrapais la deuxième. Le premier qui avait fini passait à la troisième, et ainsi de suite. On utilisait chaque prise jusqu'à la toute dernière image. Très souvent, l'image suivante était le flash de l'arrêt de la caméra. Par exemple, il y a un plan où un homme des sables renverse Luke et se dresse devant lui en tenant son arme au-dessus de sa tête. Il ne l'a fait qu'une fois, mais on l'a monté plusieurs fois pour donner l'impression qu'il fait ceci. On a montré que ce qui était présentable. Le reste, les coulisses, c'était n'importe quoi. Il leur est impossible d'être prêt pour Noël. Une nouvelle date de sortie est fixée à l'été 1977, mais certains commencent à douter que le film voit le jour. Après les problèmes de montage, la situation empire à ILM, où l'on essaie de créer des effets spéciaux totalement inédits. Ils avaient dépensé la moitié de leur budget pour réaliser en gros 4 plans. Et je ne pouvais pas les accepter parce qu'ils n'étaient pas bons. C'est là que j'ai touché le fond. Je n'avais pas mes effets spéciaux et je ne savais même pas si les vaisseaux allaient fonctionner. J'étais aux abois. Après une visite particulièrement tendue à ILM, Lucas sent des douleurs aiguës dans sa poitrine. Craignant une crise cardiaque, il se rend à l'hôpital. On lui diagnostique de l'hypertension et une extrême fatigue, et on lui recommande moins de stress. À ce stade, je me suis dit que j'étais dans le pétrin, et je ne savais pas si j'allais m'en sortir. Lucas redouble d'efforts afin de sauver la guerre des étoiles. Pour obtenir les effets spéciaux qu'il veut, il n'a pas d'autre choix que d'intervenir personnellement. On a installé une antenne de production à ILM. J'y allais 2 fois par semaine. On a trouvé que certains d'entre eux avaient un peu une attitude de hippie par rapport aux heures de travail. Ces types ont eu l'impression, je crois, que la production devait nous contrôler d'une main de fer pour arriver à un certain quota. Il reste encore des centaines de plans à réaliser. ILM a 6 mois pour accomplir un travail qui devrait prendre 1 an. Gary était un fanat de technologie. Il comprenait nos problèmes. Et George avait une histoire à raconter. Il fallait se mettre à son service. Mais pour y arriver, on devait construire des machines incroyables. Lucas dit à l'équipe d'ILM de s'inspirer des batailles aériennes tirées de certains vieux films de guerre. C'était plus ou moins le premier storyboard animé. Aujourd'hui, c'est monnaie courante, on fait ça sur ordinateur. On a copié ces scènes d'action image par image dans la mesure du possible. Et ça nous a beaucoup aidé. C'est impossible de décrire le monde abstrait du combat. Les storyboards ne permettent pas de donner la cadence voulue.
C'était super. À l'approche de l'hiver, la guerre des étoiles commence enfin à prendre forme. That's it! We did it! We did it! À partir des prises de son brutes, le concepteur sonore Ben Burt ajoute une touche indispensable au film. Depuis 1 an, il constitue une sonothèque de bruit qui n'existe pas dans notre galaxie. George a eu l'idée, comme il disait, d'un son organique. Il pensait que les cris de Chewbacca pourraient être un mélange de chiens, peut-être même d'ours. J'ai enregistré des lions, des tigres, des morses. Il pouvait pousser un cri de colère, ou gémir gentiment, ou avoir l'air de dire une phrase genre « wa 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 ». La voix de R2-D2 a été la plus difficile à trouver. On a parlé de sa personnalité. Il semblait se développer comme un bébé qui fait ses premiers pas. J'ai enregistré beaucoup de bébés, mais on s'est aperçu qu'à force d'en parler, on imitait nous-mêmes la voix de R2. En tâtonnant, j'ai fini par combiner ma voix, mes gazouillis, mes bips et mes bops avec un synthé. R2 est donc à moitié électronique et à moitié organique. La respiration de Vador a été obtenue en mettant un petit micro à l'intérieur du régulateur d'une bouteille de plongée. Trouver la voix de Dark Vador est une autre paire de manches. Lucas n'a jamais eu l'intention d'utiliser la prestation de David Prowse sur le tournage. Start tearing the ship apart piece by piece until you find those tapes. Find the passengers of this vessel. I want them alive. J'entends encore l'accent de David Prowse, étouffé par le masque de Dark Vador. Il disait le dialogue, il pestait contre Carrie Fisher, je crois. Now what you're talking. I'm a member of the Imperial Senate on a diplomatic... You are part of the Rebel Alliance and a traitor. Take her away. C'était hilarant et terrifiant à la fois, parce qu'on ne savait pas à quoi devait ressembler la voix de Dark Vador. En l'entendant pour la première fois, on s'est dit, est-ce que c'est ça? Il va avoir l'accent écossais? La voix de David Prowse est remplacée par l'interprétation plus menaçante d'un acteur de théâtre et de cinéma à la formation classique, James Earl Jones. George avait engagé David Prowse, mais il a dit qu'il voulait une voix plus sombre. Pas en termes d'ethnicité, mais en termes de timbre. D'après la rumeur, il pensait à Orson Welles. Mais il s'est sans doute dit que sa voix était trop reconnaissable. Alors, il a fini par choisir un homme né dans le Mississippi et élevé dans le Michigan. Un ancien bègue, c'est-à-dire moi. I want to know what happened to the plans they sent you. I don't know what you're talking about. I'm a member of the Imperial Senate on a diplomatic mission to Alderaan. You are part of the Rebel Alliance and a traitor. Take her away. La voix de C-3PO nous a tous frappés. Il fallait faire quelque chose. We seem to be made to suffer. It's our loss in life. On a enregistré plusieurs personnes pour voir ce que C-3PO donnait avec différentes voix. Je crois qu'une trentaine d'acteurs a défilé, de grands noms. Stan Freberg et d'autres ont auditionné. Apparemment, l'un d'eux était un grand acteur de doublage de dessins animés, un homme aux 1000 voix, littéralement. Il a dit à George, « Tu sais, la voix de Tony est parfaite pour le personnage. Pourquoi tu ne la gardes pas ?» Hey, we don't serve their kind here. Why don't you wait out by the speeder? We don't want any trouble. I heartily agree with you, sir. 428, take 7. Action. Here we go. Cutting the sublight engines. Le montage, le son et les effets spéciaux se mettent enfin en place. Je n'arrêtais pas d'embêter George en lui demandant quand on entendrait la musique. Heureusement, Lucas parvient à recruter l'un des compositeurs les plus accomplis d'Hollywood, John Williams, qui vient de gagner un Oscar pour Les Dents de la Mer de Steven Spielberg.
Il a déjà signé la musique d'un grand nombre de films et de séries télévisées. George m'a dit qu'on allait voir dans le film des mondes qui n'existaient pas, mais que la musique devait ancrer nos émotions. Il y avait une mélodie romantique pour la princesse Leia, une musique belliqueuse pour les scènes de bataille, et un thème très déclamatoire pour Dark Vador. En mars 1977, pendant 12 jours, John Williams dirige l'Orchestre symphonique de Londres pour l'enregistrement de la bande originale de La Guerre des Étoiles. Sa musique grandiose est l'un des rares éléments du film qui surpasse les attentes de Lucas. Entendre Johnny jouer la musique pour la première fois a été une joie indescriptible. C'était la première fois que je travaillais avec l'Orchestre de Londres. J'étais aux anges. Tout comme le film lui-même, la musique va à l'encontre des conventions. À une époque où le discours règne en maître, une bande originale symphonique est un autre gros risque pour Lucas. Il a vraiment compris à quel genre je faisais référence. Un groupe de compositeurs qui n'était plus très en vue dans les années 70. On n'aimait plus les symphonies à l'ancienne, et il y avait beaucoup de musique dans le film. La communauté hollywoodienne prédit un sort funeste à la Guerre des Étoiles. Mais une petite armée de fans a commencé à se constituer grâce à la prévoyance de Lucasfilm. Charles Lippincott a été embauché comme directeur du marketing. C'était un amateur de science-fiction qui avait des contacts avec les fan clubs. Ça nous paraissait crucial. Les fans de science-fiction allaient porter le film sur leurs épaules, qu'il attire ou non les autres publics. C'était notre cible privilégiée. La Fox craint la concurrence des autres films de l'été, comme Cours après moi, shérif. La sortie est avancée au pont du Memorial Day, à la fin du mois de mai. Mais moins de 40 salles acceptent de projeter le film. Personne n'en voulait. Au même moment, à l'été 77, la Fox a sorti un film appelé De l'autre côté de minuit. C'était l'adaptation d'un best-seller. Il n'était pas très bon, mais il était très attendu à cause du succès du livre. Alors, pour pouvoir projeter De l'autre côté de minuit, il fallait accepter de montrer La Guerre des Étoiles. La veille de la sortie, la Fox, George Lucas et toute son équipe se préparent au pire. Mais quoi qu'il arrive, ils ne sont pas prêts d'oublier la date du 25 mai 1977. Le premier plan du film était le plus important du point de vue des effets visuels. Si le public y croyait, c'était gagné. Tout le monde s'est arrêté de respirer en même temps. Puis, quand le grand destroyer blanc est apparu à l'écran, j'en ai eu les larmes aux yeux. C'était très fort. J'avais déjà vu la scène, mais sans la musique, sans le contexte, ce n'est pas la même chose. Il y avait une drôle d'ambiance électrique. Personne n'avait jamais vu ça. Je n'avais jamais vu des effets spéciaux aussi réalistes. J'étais ébloui. I'm Luke Skywalker. I'm here to rescue you.
J'ai adoré, parce que j'adorais l'histoire et les personnages. Somebody get this big walking carpet out of my way. Good luck. J'ai trouvé ça révolutionnaire. C'est vraiment l'œuvre d'un génie. A work of genius. The Force will be with you, always. On était sous le choc, collés à nos sièges. Je me suis dit, incroyable, qui a fait ça? Use the Force, Luke. I have you now. What? La salle était comble jusqu'au premier rang. Et tout le monde criait ou applaudissait. You're all clear, kid. Now let's blow this thing and go home. Après la projection, on était sur un petit nuage. On était en état de choc. On ne savait même plus où on habitait. C'était formidable. Quand on est sorti de la salle, des gamins nous ont demandé notre autographe. On a dit non, on est sans intérêt, on a juste construit les maquettes. Ils ont insisté, alors on s'est dit, c'est quelque chose si on nous demande à nous un autographe. Il y a eu une standing ovation. Je n'avais jamais vu ça de ma vie et je ne le reverrai jamais. Le film était sorti dans 37 salles et il a battu les records d'entrée dans 36 d'entre elles. Ça a été un choc total. Il a reçu un accueil extraordinaire. Je passais en voiture devant les files d'attente et je n'en revenais pas. Ça a été le premier vrai film à succès. Il faut savoir choisir le bon moment. Si La Guerre des Étoiles était sortie trop tôt, il serait passé pour un nouveau Buck Rogers. Si elle était sortie trop tard, il n'aurait pas interpellé nos imaginations. Il fallait le sortir à la fin de la guerre du Vietnam, quand les États-Unis étaient plongés dans le doute, quand les histoires traditionnelles ne marchaient plus. Et là, c'est une nouvelle donne. En plus, c'est très amusant à regarder, La Guerre des Étoiles. Du jour au lendemain, la carrière des acteurs décolle. Les noms de Mark Hamill, Carrie Fisher et Harrison Ford sont sur toutes les lèvres. Voilà ce que je me suis dit. Super. Maintenant, je vais avoir plein de boulot. Je vais profiter du succès du film pour travailler. Non, c'est vrai, ça nous a changé la vie à tous. Et à George compris. Environ un mois après la sortie, j'ai dit, très bien, c'est un carton. Maintenant, je vais pouvoir faire mes autres films. Ironie du sort, le cinéaste indépendant qui ne voulait pas entendre parler du système hollywoodien lui a redonné peau neuve. En 3 semaines, les actions de la Fox doublent de valeur, atteignant un nouveau record. Les plus gros bénéfices annuels jamais enregistrés par la Fox s'élevaient à 37 millions de dollars. Et cette année-là, en 1977 ou 1978, je ne sais plus, ils ont gagné 79 millions de dollars grâce à la guerre des étoiles. L'impact culturel de l'épopée galactique dépasse tout ce que Lucas a pu imaginer, non seulement aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier. On a laissé nos empreintes au Chinese Theatre. Des milliers de gens sont venus nous voir. À ce moment-là, on a su que notre public ne s'arrêtait pas aux amateurs de science-fiction. Comme on pouvait s'y attendre, les plus grands fans de la guerre des étoiles sont les enfants. Ils rêvent de poursuivre l'aventure à la maison. Mais pendant plusieurs mois après la sortie, les jouets tirés du film sont introuvables. Il n'y avait rien de disponible dans le commerce à la sortie du film, ni même pour le Noël suivant. C'est ce qui a donné la tristement célèbre campagne des boîtes vides. La société Kenner a suggéré de produire de jolies boîtes avec des illustrations de la guerre des étoiles. On les offrait aux enfants à Noël, et à l'intérieur, il y avait un petit certificat disant « Tu auras tel jouet en mars ». The Star Wars Early Bird Certificate Package, new from Kenner.
J'ai été emballé quand j'ai su qu'il allait y avoir un masque à mon effigie dans les boîtes de céréales, avec des petits trous pour les yeux. On a cédé nos droits sur notre image. Donc, chaque fois que je me regarde dans la glace, je dois un peu d'argent à George. On ne devient vraiment célèbre que quand on est transformé en distributeur de bonbons. Mais je sais que ce n'est pas moi qui suis célèbre. C'est la princesse Leila. Je lui ressemble, c'est tout. Pour Lucas, le merchandising est juste un moyen d'arriver à ses fins. Il suscite l'intérêt pour la suite de la saga Star Wars et pour d'autres projets qui lui tiennent à cœur. Lors de la cérémonie des Oscars en 1978, La Guerre des Étoiles est nommée dans 10 catégories. Le film remporte 7 statuettes, notamment pour les effets visuels, le son, le montage et la direction artistique. C'était génial. C'était un rêve qui se réalisait, le rêve américain. J'ai gagné un Oscar pour La Guerre des Étoiles avant même de rêver aux Oscars. Mon but, c'était de décrocher un nouveau boulot. Si l'Oscar du meilleur film lui échappe, le simple fait d'être nommé est un exploit pour George Lucas et son film pour enfants. La Guerre des Étoiles reçoit non seulement les louanges de la profession, mais il rapporte plus d'argent qu'aucun film avant lui. Après des années à se battre, Lucas peut enfin imposer sa volonté au studio. La Fox lui demande bientôt de réaliser l'inévitable suite. C'est le moment que le cinéaste attendait depuis longtemps. C'était l'occasion de m'affranchir d'Hollywood. Ça ne me dérangeait pas que les studios distribuent le film, mais je ne voulais pas leur demander de l'argent et les entendre dire « on l'aime bien, mais on voudrait faire quelques changements ». J'ai décidé de faire la suite en totale indépendance. La règle d'or à Hollywood est de ne jamais investir son propre argent dans un film, même le sien. Mais George a décidé d'autofinancer l'Empire contre-attaque avec un emprunt de la banque. Et on parle d'un budget de presque 30 millions de dollars de l'époque. La majorité des acteurs de la Guerre des Étoiles se retrouvent pour l'Empire contre-attaque. De plus, l'histoire prend une nouvelle direction en mettant l'accent sur les émotions des personnages. C'était très sombre. J'étais content que ce ne soit pas une ressucée de la Guerre des Étoiles. Au contraire, après avoir planté le décor et pris un départ fulgurant, on arrive au deuxième acte, où tout vire au cauchemar. C'est généralement l'acte le plus intéressant dans une pièce. L'Empire contre-attaque montre aussi les prémices d'une idylle entre Han Solo et la princesse Leia. Mais cette fois, ce n'est pas George Lucas qui les dirigera. C'était trop difficile de monter la maison de production, trouver l'argent et superviser le film tout en étant présent sur le plateau tous les jours. Alors, j'ai décidé d'engager un réalisateur. Connu pour des films plus intimistes comme Les yeux de Laura Mars, Irving Kershner n'a jamais mis en scène de superproduction. Mais justement, ce deuxième volet repose plus sur les personnages. L'histoire était beaucoup plus complexe. Je voulais y injecter de l'humour, mais sans recourir à des gags. Je voulais qu'il y ait une histoire d'amour, mais ils ne pouvaient pas passer leur temps à s'embrasser et à se faire les yeux doux. Je voulais que Luke vive un conflit intérieur, mais en même temps, c'est lui qui porte le film sur ses épaules. Alors, je ne savais pas comment j'allais m'y prendre. Depuis la sortie de La Guerre des Étoiles, désormais rebaptisée Épisode 4, Un Nouvel Espoir, ILM a fait beaucoup de progrès. Après des débuts difficiles, la société a pris son essor. Je me souviens de George disant « Cette fois, on n'a plus de moyens ». C'était une bonne chose. On s'est demandé si on devait ou si on pouvait faire mieux que la fois précédente. Mais le but était surtout d'arriver à un résultat sympa et de bien s'amuser. Et George a eu des idées géniales pour l'histoire. Le tournage de l'Empire contre-attaque a posé un tas de problèmes qu'on n'avait pas anticipés. Tout a pris des proportions énormes. On avait un budget beaucoup plus gros.
En plus, tous les experts des effets visuels nous avaient dit d'éviter la neige parce que la couleur n'est pas stable. On a décidé de ne pas les écouter et de filmer dans la neige quand même. Mais ça prenait beaucoup de temps. Et après la canicule de la Tunisie, on a tourné dans un glacier en Norvège. Il n'avait pas eu d'hiver aussi froid depuis 50 ans en Scandinavie. Il faisait moins 30 et on avait plus de 5 mètres de neige. On est arrivé en Norvège. On ne pouvait pas sortir de l'hôtel pour aller sur le plateau parce que les portes étaient bloquées par la neige tombée pendant la nuit. Alors on a mis la caméra devant la porte à l'arrière du bâtiment. Les techniciens étaient tous à l'intérieur, bien au chaud, et Mark a dû s'enfoncer dans la neige pour faire semblant de fuir le monstre de neige. On est resté confortablement assis dans l'entrée pendant qu'il mourait de froid. Toute l'équipe du film tient à ce que la deuxième partie de Star Wars soit à la hauteur des espérances des fans qui attendent cette suite depuis 3 ans. All right, boys, keep tight now. Luke, I have no approach vector. I'm not set. Steady, Dak. Attack pattern Delta. Go now. Comme pour la guerre des étoiles, la majeure partie du tournage a lieu au studio Elstree à Londres. C'est là que les membres de la distribution originale font la connaissance d'un nouveau personnage de premier plan, Lando Calrissian, interprété par Billy Dee Williams. Why, you slimy, double-crossing, no-good swindler. You got a lot of guts coming here, after what you pulled. How you doing, you old pirate? So good to see you. I never thought I'd get to see you again. Well, he seems very friendly. Yes, very friendly. C'est toujours intéressant de créer un personnage qui a 2 visages. On ne sait pas trop quoi en penser, surtout s'il est joli garçon. Et j'étais vraiment joli garçon. What's going on, buddy? You're being put into carbon freeze. But if he doesn't survive, he's worth a lot to me. The Empire will compensate you if he dies. Put him in. On a bloqué sur la scène où Han Solo va dans la chambre de congélation. George avait écrit un dialogue entre la princesse Leia et Han Solo. Elle lui disait « Je vous aime » et il répondait « Moi aussi ». Mais je trouvais qu'on perdait là l'occasion d'exploiter la personnalité qu'on avait donnée à Han Solo. On a essayé prise après prise. Je n'étais jamais satisfait. Finalement, j'ai dit à Harrison, n'y pense plus, on filme. Allez, action. I love you. I know. Ensuite, il est descendu. J'ai dit, coupez. Oui, c'est une réplique géniale. C'est tout à fait Han Solo. Le nouveau personnage de l'Empire contre-attaque qui suscite le plus de curiosité n'est pas un humain. C'est une marionnette de 60 cm de haut appelée Yoda. Conçue par Stuart Freeborn, elle est manipulée par Frank Oz, le créateur des Muppets. Cette minuscule créature est une personne à part entière dans le film et une révolution dans le monde des marionnettes de cinéma. George m'a montré quelques dessins originaux. Je les ai trouvés intéressants, mais je voulais quelque chose qui aille plus loin. Alors, je me suis regardé dans la glace et je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose d'amusant dans mon visage. Et je me suis donc inspiré de moi-même. Et ensuite, je voulais lui donner un air intelligent. J'ai regardé une photo d'Einstein et je lui ai donné toutes ses rides. J'ai longuement réfléchi au fait qu'il y avait beaucoup de subtilité dans ses actions et ses mouvements au niveau du visage et du corps. J'ai fait un mélange de tout ça, tout ce dont il avait besoin, et en fin de compte, ça a marché. Je me souviens que Stuart manquait de temps. Il était très stressé. Il fallait terminer vite pour pouvoir tourner les scènes avec Yoda. J'en parlais avec lui tout en jouant avec la tête de Yoda. Je l'ai fait tomber et elle s'est fendue.
Stewart a dit qu'il avait besoin d'un verre. C'était affreux. On était là à lui mettre la pression et c'est moi qui ai tout gâché. Physiquement, c'était très fatigant. Le sol avait été surélevé d'environ 1 mètre pour que je puisse me glisser dessous. Ensuite, je passais la main à travers un trou. Et quand Kirchner me parlait, il s'adressait quelquefois à Yoda. Alors je devais lui dire « Kirchner, je ne t'entends pas, je suis en dessous ». Look a bit more towards the left. The other way. La pression était énorme parce que j'étais trop lent. Mais personne n'avait jamais fait une chose pareille avant. Il y avait une personne pour manipuler les oreilles, une deuxième pour les yeux et une troisième pour la main gauche. On était 4 à essayer de travailler ensemble pour donner vie à un personnage. Center those eyes a bit. Yeah, just 1 second. There. That's a bit too far. There, that's it. That's good, Graham. Okay, we'll go back into that. Ready. I followed my feelings. You are reckless. So was I, if you remember. It's too old. Yes. Too old to begin the training. I'm not afraid. Oh. You will be. You will be. Sorry. Problems. C'était vraiment un coup de dé. Si la marionnette n'avait pas fonctionné, tout le film aurait coulé. Ça aurait été terrible si on avait eu l'impression de voir un Muppet ridicule, un second Kermit faire des pitreries. Tout le film se serait cassé la figure à cause de ça. Is the dark side stronger? No. But the easier, more seductive. But how am I to know the good side from the bad? You will know when you are calm, at peace. J'ai été le seul humain sur la feuille de service pendant des mois. Le planning disait acteur Mark Hamill, rôle Luke, accessoires serpents, lézards, robots, générateurs de fumée, monstres de Gila. If you choose the quick and easy path, as Vader did, you will become an agent of evil, and the galaxy will be plunged deeper into the abyss of hate and despair. Are you standing right in front of the light? Yeah! Frank Oz et son équipe étaient là, mais ils étaient cachés sous le sol. J'avais une oreillette pour l'entendre dire depuis de longues années. Mais si je tournais la tête du mauvais côté, je recevais Radio One et les Rolling Stones chantaient Fool to Cry. Je me souviens d'avoir réagi à ça. J'ai dit « Hé, j'entends les Stones !» Kirchner a crié « Coupez !» Il était de l'autre côté du marécage. Il m'a dit « Si ça se reproduit, fais comme si de rien n'était. » Il se passait tant de choses sur ce plateau. La fumée, ça va? Et le serpent? Pousse-le avec un bâton, il ne bouge pas. Il fallait vraiment rester concentré. Moi, ce qui m'inquiétait, c'était ma prestation dans la scène. Eux, ils s'intéressaient à tout sauf à moi. I don't believe it. That is why you fail. La production a anticipé la plupart des problèmes qui pouvaient surgir, d'autant que l'on attend beaucoup du film. Pourtant, lorsque le budget est dépassé de 10 millions de dollars, Lucasfilm se retrouve soudain en pleine crise financière. J'espérais que la banque me laisserait terminer pour que je n'ai pas à aller voir la Fox. Je ne voulais pas être forcé à leur céder mes droits et à perdre mon indépendance. On a réussi à négocier de façon à ce qu'ils touchent un peu plus d'argent sans obtenir les droits. C'est ce que je voulais garder à tout prix. Je crois que la Fox tenait autant que nous à ce que l'on finisse le film. Si le budget est surveillé de près, le scénario l'est encore plus. Seuls Lucas, Kirchner et les producteurs connaissent toute l'histoire. It is useless to resist. Le coup de théâtre du film est la révélation de Dark Vador à Luke Skywalker sur l'identité de son vrai père. Le secret était bien gardé. Même David Prowse et Mark Hamill n'étaient pas au courant. Hamill l'a appris quelques minutes avant de tourner la scène. Je suis allé voir Mark et je lui ai dit « Tu sais que Dark Vador est ton père ?» Quoi? Ils m'ont pris à part pour m'expliquer. En fait, il va dire ceci. Je vais tourner la scène.
Et Dark Vador va dire des choses sans importance. N'y fais pas attention. Trouve ton propre rythme en fonction de ce qu'il fait. There is no escape. Don't make me destroy you. On a filmé plusieurs prises. Finalement, il y est arrivé. Join me, and I will complete your training. Dark Vador déclamait les dialogues qu'on lui avait donnés. Il pensait qu'on l'enregistrait, mais c'était faux. Ce qu'on enregistrait, c'était les réactions. Il a dit, tu ignores la vérité, Obi-Wan a tué ton père. Et ensuite, bien sûr, on a tout réenregistré. I'll never join you! If you only knew the power of the dark side. Quand j'ai découvert la réplique qui dit « C'est moi ton père », je me suis dit « Il ment ». Je me demande comment ils vont se sortir de ce mensonge. Obi-Wan never told you what happened to your father. He told me enough. He told me you killed him. No. I am your father. J'ai crié « Non !» comme c'était écrit. Join me, and together we can rule the galaxy as father and son. Lorsque l'Empire contre-attaque sort enfin sur les écrans le 21 mai 1980, il ne répond pas aux attentes, il les dépasse. En 3 mois, George Lucas récupère les 33 millions investis. Encore une fois, il prend le contre-pied des conventions hollywoodiennes en redistribuant les bénéfices à tous ses employés. Il offre ainsi plus de 5 millions de dollars en prime annuelle. Lucas a contribué à inverser la tendance réaliste et pessimiste qui avait envahi les écrans. Il a ravivé le goût de la fantaisie et de l'émerveillement. Les films sont de nouveau faits pour distraire. Mais après l'Empire contre-attaque, le cinéaste se retrouve bien malgré lui pris dans la polémique. Pour réserver l'effet dramatique de la première séquence de ses films, Lucas veut que le générique n'apparaisse qu'à la fin. C'est tout à fait inhabituel. Pour la guerre des étoiles, les syndicats des scénaristes et des réalisateurs avaient fermé les yeux. Mais quand Lucas récidive pour la suite, il lui impose une amende de plus de 250 000 $. Il menace même de retirer le film de l'affiche. Le syndicat des réalisateurs s'attaque ensuite à Irving Kershner. Pour protéger son metteur en scène, Lucas paye toutes les amendes, mais il en ressort avec un sentiment de frustration et de persécution. Lucas était tellement furieux qu'il a claqué la porte des syndicats des réalisateurs, des scénaristes et du Conseil du cinéma. Alan Ladd Jr. est lui aussi victime de l'Empire contre-attaque. J'ai perdu mon travail parce que les gens de la Fox étaient très mécontents du contrat passé avec Lucas. Pourtant, il leur a rapporté beaucoup d'argent. J'ai fait une scène et je suis parti en disant « Je démissionne ». Et voilà. Mais la Fox paie très cher le départ d'Alan Ladd Jr. N'ayant plus d'alliés au studio, Lucas décide de proposer à la Paramount son projet suivant. Un film d'aventure intitulé « Les aventuriers de l'Arche perdue ». George Lucas s'est battu avec succès pour obtenir son indépendance. Mais la guerre entre l'Alliance rebelle et l'Empire galactique est loin d'être finie. Quand il se lance dans le dernier volet de la trilogie Star Wars, il sait que les fans et les critiques en attendent encore plus qu'avant. Ce n'est pas le moment de se reposer sur ses lauriers. Il doit être attentif aux moindres détails. George est venu me dire que le titre de l'épisode 6 était « Le retour du Jedi ». J'ai répondu que je trouvais ça plat. 2 jours plus tard, il m'a dit « Ce sera la vengeance du Jedi ». Le choix du titre n'est qu'un début. Pour tourner le 3e film, il faut prendre des milliers de décisions des 2 côtés du monde. Lucas apprend que la liberté a un prix.
Sa défection du syndicat des réalisateurs l'empêche d'engager son premier choix, Steven Spielberg. Il choisit alors Richard Marquand, le réalisateur gallois d'un film de guerre intitulé L'arme à l'œil. Les deux hommes commencent à parler du scénario avec Lawrence Kasdan. Mais ils ne savent pas si Harrison Ford, désormais tout aussi célèbre pour le rôle d'Indiana Jones, reprendra celui de Han Solo. Après la guerre des étoiles, les autres acteurs s'étaient engagés pour les 2 suites, parce que je voulais aller jusqu'au bout. Mais Harrison avait refusé, il voulait qu'on le tue. Je pensais qu'Han Solo devait mourir. Il devait se sacrifier pour les 2 autres personnages. Moi aussi, je voulais me débarrasser d'un des personnages. Quelqu'un devait mourir. J'ai dit, il n'a ni père ni mère, il n'a aucun avenir. Il n'a plus aucune responsabilité à ce stade de l'histoire. On devrait le laisser se sacrifier. Et je pensais que ça devait se passer au tout début du dernier acte. Comme ça, on commençait à s'inquiéter pour tout le monde. Je voulais sacrifier quelqu'un, mais George était contre. Il savait ce qu'il voulait et il l'a obtenu. Comme l'épisode précédent, la vengeance du Jedi introduit de nouveaux personnages dans la saga. Notamment le gangster intergalactique Jabba the Hutt. George a dit « Je veux un extraterrestre grotesque, aussi énorme que Sidney Greenstreet dans Le Faucon Maltais. » J'ai répondu « D'accord ». J'ai eu l'idée de cette espèce de limace géante, une grosse masse de chair palpitante. À un moment, j'ai même fait porter un fez à un des personnages comme Sidney Greenstreet. Ensuite, c'était le boulot de Stuart Freeborn de fabriquer ce truc. J'avais installé un petit siège à l'intérieur, au niveau de la queue, pour le nain qui la manipulait. Il a passé plusieurs jours assis là-dedans. Il avait une manette et, suivant le sens dans lequel il la poussait, la queue se levait ou glissait sur le côté. On pouvait la bouger dans toutes les directions. I must be allowed to speak. Jedi mode spion go eat. Pour les scènes les plus périlleuses, la production dispose maintenant d'une équipe de cascadeurs professionnels. Au moment de l'exécution depuis le vaisseau de Jabba, il se jette dans la gueule du monstre le plus féroce de toute la trilogie, le Sarlacc. Ça ne se voit pas au montage, mais j'ai été le premier à sauter de l'esquif. Je devais m'assurer que ça allait marcher et que tout se passerait bien. J'ai très vite été recouvert de sable. Mais comme ça, j'ai pu dire aux autres de fermer les yeux et la bouche et de se mettre des boules de coton dans le nez pour ne pas inspirer le sable. J'étais accroché à une corde avec Han Solo, qui essayait de me sauver. Et un pétard m'a explosé l'orteil. J'ai crié à Han d'arrêter, mais il était complètement dans son jeu. J'avais très mal. Et soudain, il a compris que j'étais blessé. Harrison est un acteur très intense. Il se donne à fond dans ce qu'il fait. Il était vraiment à fond dedans. Pour entrer dans la peau de Leia, cette fois Carrie Fisher doit rentrer dans un minuscule costume d'esclave. J'ai eu le plaisir de tuer Jabba the Hutt, mais j'étais quand même très préoccupée par ma tenue d'esclave. J'étais obsédée par l'idée de faire de la gym. Take 3 pickup. AMB camera. Background panic, go. Okay, and action.
Quel soulagement. Il était horrible à regarder, avec sa barbe au coin des lèvres. J'ai toujours détesté ça. Lucas supervise la suite du tournage, qui a lieu dans une forêt de séquoia dans le nord de la Californie. C'est là qu'est filmée l'une des séquences les plus grisantes du film. La poursuite en motojet. J'ai eu l'idée d'utiliser une Steadicam. On a fait un essai dans un parc des environs. On a marché le long d'un sentier qu'on avait plus ou moins caché. Il a tourné avec une caméra qui filme une image par seconde. Du coup, quand on projette la pellicule à la vitesse normale de 24 images par seconde, ça va 24 fois plus vite. Comme on marche à 6 km/h, ça donne 160 km/h à l'écran et des images extra. La vengeance du Jedi surprend par l'étendue de son imagination. Et il présente un nouvel allié de la rébellion, petit mais costaud, une race de guerriers nains appelés Ewoks. Warwick Davis rejoint la distribution pour jouer l'un d'eux. Il est très jeune, mais c'est un inconditionnel de Star Wars. J'avais 11 ans, j'allais à l'école. Ma grand-mère a entendu une publicité à la radio, à Londres. Ils cherchaient des personnes de petite taille pour le nouveau Star Wars. Je crois que j'étais le plus survolté de tous sur le plateau. Me retrouver à 11 ans dans Star Wars, c'était le pied. Wicket, son personnage, joue un rôle important dans le film. J'avais un chien à l'époque. Je me souvenais que lorsqu'il entendait un bruit inconnu, il penchait la tête d'un côté, puis de l'autre, l'air curieux. J'ai copié ses mouvements dans mon jeu. Quand le personnage voit ou entend quelque chose d'étrange, il penche la tête. J'aime bien les Ewoks. Je crois qu'ils montrent que la technologie n'est pas tout. Si on a la volonté et la foi, on peut tout réussir. Les Ewoks arrivent à vaincre l'Empire avec des cordes et des pierres. Je crois que ça en dit beaucoup sur leur civilisation. Pas besoin de tout un tas de machines. Si le peuple a assez de volonté, il gagnera toujours. You failed, Your Highness. I am a Jedi, like my father before me. Le tournage de La Vengeance du Jedi touche à sa fin. Les émotions sont à fleur de peau. Il faudra bientôt se dire au revoir. Quand on a terminé le troisième, on a vraiment pris conscience que c'était la fin. Ils allaient régler les derniers détails et voilà. C'était comme à l'école quand on vidait son casier à la fin de l'année. Pour le moment, Lucas se concentre sur le dernier chapitre de sa trilogie. Il soupèse chaque décision, y compris celle de changer le titre à quelques semaines de la sortie. Juste avant qu'il arrive dans les salles, George est venu me dire « Finalement, je veux revenir au retour du Jedi. » Il y a une raison à cela. Les Jedi ne se vengent pas. Le retour du Jedi atterrit sur les écrans le mercredi 25 mai 1983, 6 ans jour pour jour après la sortie de La Guerre des Étoiles. Dès le premier jour d'exploitation, les entrées s'élèvent à 6 200 000 $, soit presque 1 million de plus que le précédent record. Mais pour George Lucas, la fin de la trilogie est synonyme de sacrifice personnel. Le succès du retour du Jedi lui laisse un goût amer. Quand j'ai terminé Le Retour du Jedi, je me suis dit que le chapitre était clos. J'avais réussi à aller jusqu'au bout de la trilogie. C'était le but que je m'étais fixé. J'étais déterminé à finir ce que j'avais commencé. Ça représentait un boulot énorme, mais le destin finit toujours par s'en mêler. J'ai divorcé juste à ce moment-là et je me suis retrouvé seul pour élever ma fille.
George Lucas utilise les bénéfices des films et du merchandising de Star Wars pour poursuivre son rêve. Repousser les limites de la technologie audiovisuelle. Pendant 20 ans, il continue d'innover et l'industrie cinématographique s'en retrouve transformée à jamais. En 1985, la branche informatique de Lucasfilm invente l'ordinateur Pixar. Il permet de créer une nouvelle forme d'animation réaliste en 3 dimensions. Plus tard, la société vend cette branche qui devient le studio d'animation Pixar, auteur de classiques comme Toy Story. Après avoir ouvert la voie au progrès numérique, Lucas revient naturellement vers Star Wars. En 1993, ILM crée des effets spéciaux révolutionnaires pour Jurassic Park de Steven Spielberg. Le cinéaste en conclut que la technologie numérique est enfin à la hauteur de son imagination. En 1997, il reprend sa saga intergalactique pour la perfectionner. Le résultat, la trilogie Star Wars, édition spéciale. For an entire generation, people have experienced Star Wars the only way it's been possible, on the TV screen. But if you've only seen it this way, you haven't seen it at all. Il y avait des choses que je n'avais pas pu faire à l'époque, faute de temps, de moyens ou de pouvoir. J'ai enfin pu revenir dessus pour obtenir le résultat que j'avais en tête à l'origine. Ça ressemble enfin à ce que je voulais. En 1999, 22 ans après la sortie du premier film, Lucas présente épisode 1, La menace fantôme, qui marque le début d'une nouvelle trilogie pour la jeune génération. Il permet également au cinéaste de poursuivre son travail novateur dans le domaine de la technologie numérique. Je continue par amour de Star Wars. J'aime Star Wars. Je veux boucler la boucle. Pendant plus de 30 ans, la passion et le dévouement de George Lucas pour la saga Star Wars ont été récompensés. Mais comme la Force, le succès a son côté obscur. Mon objectif était de rester indépendant pour pouvoir faire les films que je voulais. Mais en même temps, je me battais contre le système parce qu'il ne me plaisait pas. Ça ne me plaît pas que des multinationales aient pris le contrôle de l'industrie du cinéma. Mais aujourd'hui, je me retrouve moi-même à la tête d'une holding. C'est plutôt ironique. Je suis devenu exactement ce que je voulais fuir. Et c'est un des thèmes de Star Wars. The circle is now complete. When I left you, I was but the learner. Now I am the master. C'est ça, Dark Vador. Il devient précisément ce dont il essayait de se protéger. Mais en même temps, je suis content de pouvoir faire mes films comme je l'entends. George Lucas n'a jamais perdu de vue ses ambitions. Les spectateurs du monde entier s'en réjouissent depuis ce jour de mai 1977 où ils ont pénétré pour la première fois dans cette galaxie lointaine, très lointaine. George aborde des thèmes très forts, très universels, comme les conflits entre parents et enfants. Luke Skywalker, c'est George quand il était jeune. Il a dû affronter des épreuves et prouver sa valeur. Et il l'a fait, avec force. George a réussi à raconter une histoire mythique de bons et de méchants qui nous a tous touchés. Do or do not. There is no try. Je suis ravi d'avoir participé à cette légende, même en tant qu'observateur. Je ne suis qu'un observateur. Il est à l'origine du cinéma indépendant. Ses films ont changé les superproductions et la façon de raconter des histoires. Il a fait d'Hollywood ce qu'il est aujourd'hui. George a créé un nouveau monde à Hollywood et on a eu la chance d'en faire partie. Ce n'est pas qu'un créateur et un réalisateur. Maintenant, c'est lui le studio. Il peut faire exactement le film qu'il veut. Obi-Wan,
has taught you well. Je crois que ces films ont transformé l'imagination et la culture populaire. Il a relancé les histoires qui nous donnent à tous l'impression de prendre part à l'aventure humaine sur cette terre. The Force will be with you, always. Je me suis investi dans ces films, je crois en eux. Je pense qu'ils sont distrayants. Si je peux remplir une salle et que les spectateurs ressortent contents, je suis satisfait. Pour George Lucas, ce qui a commencé par une quête de liberté artistique est devenu une philosophie, un phénomène culturel et un empire de rêve.